Une personne disparaît et les recherches s'achèvent sans donner de réponse. Les années passent où tout le monde finit par supposer qu'elle est partie pour toujours, jusqu'au jour où elle réapparaît soudainement. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 nouveaux cas réels où des personnes se sont volatilisées sans laisser de traces, pour réapparaître des années plus tard. Il ne s'agit pas de simples disparitions, mais de véritables mystères qui laissent derrière eux bien plus de questions que de réponses. Nous sommes le 28 août 1984 à Amstetten, en Autriche. Elisabeth Fritzl, 18 ans, disparaît du domicile familial. Ses parents, Joseph et Rosemarie Fritzl, déclarent qu'elle s'était déjà enfuie auparavant. Mais cette fois, quelque chose semble différent. Quelques semaines plus tard, une lettre arrive, écrite de sa main. Elle y affirme avoir rejoint un groupe religieux et dit ne pas vouloir être retrouvée. Sa mère y croit, les voisins aussi. En réalité, Elisabeth a été enlevée par son propre père et enfermée juste sous la maison. Pendant les 24 années suivantes, elle sera retenue captive dans un sous-sol insonorisé. Rosemarie avait épousé Joseph dans les années 1950, alors qu'elle avait 17 ans et lui 21. Dès le départ, il contrôlait tout, finances, décisions familiales, et il l'humiliait souvent en public. Le couple aura 7 enfants, 4 filles et 3 garçons, dont Elisabeth. Le passé de Joseph était déjà inquiétant. En 1967, il avait été condamné pour l'agression d'une jeune femme et avait purgé 18 mois de prison. Malgré cela, il restait la figure dominante du foyer. La sœur de Rosemarie le détestait et n'avait jamais compris pourquoi elle restait avec lui. Elisabeth avait déjà tenté de fuir. À 17 ans, elle avait été rattrapée par la police et ramenée à la maison. Quand elle disparut à nouveau à 18 ans, Joseph affirma à tout le monde qu'elle avait rejoint une secte. Il la força à rédiger des lettres pour confirmer son récit. En réalité, Joseph préparait son plan depuis des années. Dans les années 1970, il avait construit un bunker secret sous la maison. Mur épais, porte en acier, verrou électronique. Personne d'autre n'avait le droit d'y entrer. Le jour de la disparition d'Elisabeth, il l'attira au sous-sol sous prétexte de l'aider pour un projet. Là, il la maîtrisa et la séquestra. Elle resta totalement isolée pendant 5 ans. Puis, en 1988, elle donna naissance à son premier enfant, le premier de 7 qu'elle aura en captivité. 3 d'entre eux grandirent enfermés avec elle. 3 autres furent élevés à l'étage par Joseph et Rosemarie, convaincus qu'on les avait déposés devant la porte. Un bébé mourut peu après sa naissance. Joseph maintenait son emprise par la peur. Il affirmait que la porte était électrifiée et que du gaz toxique serait libéré si l'on tentait de s'échapper. Les enfants nés sous terre n'avaient jamais vu la lumière du soleil, ni fréquenté l'école, ni connu la vie à l'extérieur. Tout changea en 2008 quand Kirsten, l'aînée d'Elisabeth dans le sous-sol, tomba gravement malade. Joseph accepta finalement de la conduire à l'hôpital avec une note censée être écrite par sa mère. Kirsten n'avait aucun dossier médical ni antécédent connu. Les autorités lancèrent alors un appel à la télévision pour demander à sa mère de se présenter. En voyant cela, Elisabeth réussit à convaincre Joseph de la laisser sortir brièvement avec 2 de ses enfants. À l'hôpital, la police la sépara de son père. Elle accepta de tout raconter, à condition de ne plus jamais le revoir. Elle révéla 24 années de captivité et la naissance de ses enfants. Joseph fut arrêté et, en 2009, condamné à la prison à vie. Rosemarie fut reconnue comme n'ayant jamais eu connaissance de ce qui se passait sous ses pieds. Elisabeth et ses 6 enfants survivants furent transférés dans un lieu protégé, connu sous le nom de Village X. Les 3 enfants ayant grandi sous terre durent apprendre à vivre pour la première fois à l'air libre. Elisabeth a fini par reconstruire une vie discrète avec son compagnon Thomas Wagner, un ancien garde du corps. Joseph, aujourd'hui nonagénaire, reste incarcéré. Ses demandes de renouer avec sa famille sont restées sans réponse. Pendant 8516 jours, Elisabeth avait été prisonnière à quelques mètres seulement de sa famille. Un secret enfoui sous le béton de leur propre maison. Le 21 juin 1977, à Honolulu, Hawaï, Mark Barnes venait de rentrer du travail. Sa compagne, Charlotte Morardi, avait emmené leur fils de 6 mois, Mark Panama Morardi Barnes, pour une courte promenade. Mais les minutes devinrent des heures, les heures des jours, et Charlotte ne revint jamais. Au début, Mark pensa à quelque chose de banal. Peut-être s'était-elle arrêtée chez une amie ou avait-elle perdu la notion du temps. Mais à mesure que les jours passaient sans aucune trace d'elle ni du bébé, l'inquiétude prit le dessus. Il alerta la police et signala leur disparition. Pendant 1 an et demi, Mark parcourut l'île à leur recherche. Il visita les hôpitaux, interrogea des inconnus, sillonna les quartiers, espérant trouver un indice. En vain. En coulisses pourtant, un événement étrange s'était déjà produit. Peu après avoir quitté la maison, Charlotte s'était rendue chez un inconnu. Elle paraissait calme, sans signe de détresse. Elle donna un faux nom à cette personne, puis plus tard aux autorités. Elle fournit également un faux nom et une fausse date de naissance pour son bébé. Incapable de vérifier leur véritable identité, les services sociaux considérèrent l'enfant comme abandonné. Charlotte fut internée quelques jours dans un hôpital psychiatrique, avant de disparaître à nouveau, sans jamais recontacter Mark, ni revenir chercher son fils. Depuis, elle n'a jamais été revue. Le bébé fut déclaré pupille de l'État, puis placé dans un orphelinat à environ 50 km de là. Son véritable nom et ses liens familiaux disparurent sous la fausse identité fournie par Charlotte. 3 ans plus tard, un
couple du New Jersey, Steve et Pat Carter, visita l'orphelinat. Ils rencontrèrent un petit garçon de 4 ans, en bonne santé, mais sans passé connu. Ils l'adoptèrent et lui donnèrent le nom de Steve Carter. Steve grandit dans un foyer aimant et stable et devint un vendeur accompli à Philadelphie. Mais il garda toujours des interrogations. Pourquoi son acte de naissance avait-il été délivré plus d'1 an après sa naissance? Pourquoi n'y avait-il aucune trace de sa vie avant son adoption? En 2011, il entendit l'histoire de Carlina White, une femme ayant découvert qu'elle avait été enlevée bébé après avoir reconnu sa photo sur un site d'enfants disparus. Le choc fut immense. Le jour même, Steve consulta le site du National Center for Missing and Exploited Children. Il chercha Hawaii, garçon disparu depuis 34 ans. Un résultat le glaça, la photo d'un bébé de 6 mois disparu en 1977, accompagné d'une image vieillissage simulant son apparence adulte. Le visage ressemblait trait pour trait au sien. Il montra la photo à un ami qui lui dit « C'est toi, tu dois appeler la police ». Steve contacta alors la police d'Honolulu et raconta toute l'histoire. Ils demandèrent un test ADN effectué en février 2011. Quelques mois plus tard, les résultats tombèrent. Il était bien Marks Panama Morardi Barnes, disparu depuis 34 ans. Sans jamais le savoir. Grâce à cela, Steve découvrit toute son histoire. Comment sa mère avait donné de fausses identités avant de disparaître, le séparant ainsi définitivement de sa famille. Début 2012, Steve appela sa demi-sœur, Jennifer Mannheimer, qui avait 8 ans au moment de sa disparition. Elle avait longtemps cru que lui et leur mère étaient partis pour toujours. Mais c'est elle qui avait convaincu les autorités hawaïennes de rouvrir le dossier, ce qui permit à sa photo d'apparaître en ligne. Steve reprit également contact avec son père, Mark Barnes, mais ils ne purent de jamais se rencontrer. Il décéda en 2023. Quant à Charlotte, elle demeure introuvable. Steve ne nourrit aucune colère envers elle. Selon lui, elle souffrait et agissait souvent par impulsion. Aujourd'hui, Steve exprime surtout sa gratitude envers les Carter, qu'il considère comme ses véritables parents. Pour lui, la quête de réponse s'est achevée avec une découverte majeure. La vie qu'il avait toujours connue avait commencé sous un nom qui n'était pas le sien et avec une vérité restée cachée pendant des décennies. Le 27 mars 2017, à Rio Branco, au Brésil, Bruno de Oliveira Borges, étudiant en psychologie de 25 ans, déjeuna avec sa famille. Ses parents revenaient de vacances. Ils discutèrent, mangèrent, puis chacun vaqua à ses occupations. Plus tard, son père le déposa à un coin de rue près de leur domicile. Bruno partit à pied, ne portant qu'un sac à dos et le disque dur de son ordinateur. Pas d'argent, pas de papier, pas de destination claire. Ce fut la dernière fois que sa famille le vit. Bruno ne rentra pas cette nuit-là. Son téléphone était éteint, aucun message. Le lendemain, ses parents pénétrèrent dans sa chambre, fermée à clé depuis plusieurs semaines, et firent une découverte stupéfiante. La pièce avait été entièrement transformée. Le mobilier avait disparu. Les murs, le plafond et le sol étaient recouverts d'écrits cryptés, méticuleusement organisés. Au centre trônait une statue de près de 2 mètres, représentant le philosophe du XVIe siècle Giordano Bruno que l'étudiant admirait. 14 livres manuscrits, tous codés, étaient disposés dans la pièce, 8 soigneusement empilés, les autres recopiés directement sur les murs. Chaque volume était numéroté en chiffres romains. Un grand tableau représentait Bruno touché au front par ce qui semblait être un être extraterrestre entouré de symboles étranges. Certains écrits contenaient des citations en portugais de philosophes, d'auteurs et de la Bible. Mais la plupart restaient illisibles sans connaître le code. Bruno avait laissé ce code, inspiré d'un manuel scout. Ses parents n'avaient aucune idée qu'il travaillait sur ce projet. Bruno avait toujours été curieux, attiré par les lectures complexes. Il avait étudié l'administration, le droit et la psychologie, sans jamais achever de diplôme. Dès 2013, il commença à rédiger ses livres cryptés, affirmant qu'il pouvait contribuer à améliorer l'humanité. Au début de 2017, il demanda une aide financière à sa mère sans expliquer pourquoi. Elle refusa. Mais son cousin, Eduardo Veloso, lui donna 20 000 reais, convaincu par son projet. Pendant l'absence de ses parents en mars, Bruno s'enferma dans sa chambre, ne sortant que pour manger. Le 16 mars, une statue fut livrée pour 10 000 reais. Le 24 mars, il dit à son voisin qu'il était proche d'achever ses livres et voulait aider les gens dans le besoin. 3 jours plus tard, il disparut. La police enquêta, sans déterminer s'il était parti volontairement. On apprit que Bruno avait l'aide de 2 amis et de son cousin, tous signataires de contrats pour partager les futurs bénéfices des livres. Un de ses amis fut brièvement détenu pour fausse déclaration. Les enquêteurs retrouvèrent le mobilier disparu chez lui. Des messages y laissaient entendre qu'il deviendrait riche. Les autorités soupçonnèrent un plan de promotion. L'affaire explosa sur Internet. Une vidéo de sa chambre, divulguée en ligne, devint virale. Des groupes de réseaux sociaux se formèrent pour décrypter ses écrits, l'un d'eux dépassant les 10 000 membres. Des amateurs en cryptographie participèrent. L'un d'eux résolut un code en 30 minutes. Mais Bruno, lui, restait introuvable. Interpol fut contacté. Des rumeurs affirmèrent qu'il s'était réfugié dans une forêt voisine. Une couturière rapporta qu'il lui avait commandé de longues tuniques avant sa disparition. Une caméra de surveillance le filma courant vers sa maison le 28 mars, mais il n'entra jamais. Le 11 août 2017,
Près de 5 mois plus tard, Bruno réapparut, pieds nus, amaigri, déshydraté. Il ne révéla jamais où il avait été. Il reprit son travail sur ses livres. Le premier, publié en juillet, devint un best-seller au Brésil dans la catégorie essai, mais fut critiqué pour son écriture confuse. Bruno reconnut des erreurs et commença à réviser. Dans ses interviews, il n'y a tout coup monté. La police, de son côté, conclut à une opération promotionnelle planifiée. Bruno déclara que ses bénéfices étaient minimes et que les médias l'avaient déformé. Sa disparition avait commencé comme un mystère, était devenue virale et s'était terminée avec encore plus de questions. À ce jour, Bruno n'a jamais dit où il était allé ni pourquoi. Le 4 août 1987, à Harlem, New York, Joy White et Carl Tyson se précipitèrent à l'hôpital de Harlem avec leur fille âgée de seulement 19 jours, Carlina White. La petite avait 40 degrés Celsius de fièvre et fut diagnostiquée avec une infection due à l'ingestion de liquide à la naissance. Les médecins la placèrent sous antibiotiques intraveineux. Les jeunes parents étaient inquiets, mais ils ignoraient que ce serait la dernière fois qu'ils la verraient, pendant plus de 20 ans. Cette nuit-là allait devenir le premier cas connu d'enlèvement de nouveau-nés dans un hôpital new-yorkais. Et, des années plus tard, ce serait Carlina elle-même qui résoudrait l'affaire. Entre 2h30 et 3h55 du matin, quelqu'un retira la perfusion de Carlina et l'emmena hors de l'hôpital. Les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas et les infirmières affirmèrent avoir vérifié le bébé seulement quelques minutes avant sa disparition. Joy et Carl se souvenaient avoir vu une femme vêtue d'un uniforme d'infirmière plus tôt dans la soirée qui avait même aidé Carl à trouver un téléphone. Elle avait été repérée dans l'hôpital pendant plusieurs semaines, se fondant si bien dans le décor que d'autres soignants pensaient qu'elle y travaillait réellement. Un agent de sécurité déclara avoir vu une femme correspondant à sa description sortir vers 3h30. Ses dernières paroles à Joy avaient été étranges. Elle lui avait dit que le bébé ne pleurait pas pour elle, mais qu'elle pleurait pour le bébé. La police ouvrit une enquête, suivant même une piste à Baltimore, mais sans succès. Sans photo, sans ADN, sans caméra en état de marche, la piste se refroidit rapidement. Carlina grandit pourtant à seulement 70 km de là, à Bridgeport, Connecticut, sous le nom de Nedra Nettie Nance, élevée par Anne Petway. Cette dernière avait affirmé être enceinte en 1987, puis était revenue quelque temps plus tard avec un bébé. En réalité, elle avait enlevé Carlina et l'avait élevée comme sa propre fille. Anne Petway avait un lourd passé, vol, falsification, autres délits, ainsi que des troubles émotionnels. Carlina alla à l'école à Bridgeport avant de déménager avec Anne à Atlanta. Au fil du temps, elle remarqua qu'elle ne se ressemblait pas et qu'il n'existait ni photo de bébé, ni certificat de naissance, ni numéro de sécurité sociale. En 2005, alors qu'elle était enceinte de sa propre fille, Samani, elle eut besoin d'un certificat de naissance pour l'assurance. Anne lui en remit un, mais les autorités lui dirent qu'il était faux. Confrontée, Anne admit qu'elle n'était pas sa mère biologique, prétendant que Carlina avait été abandonnée par sa vraie mère. En 2010, elle consulta le site du National Center for Missing and Exploited Children. Elle y trouva une photo d'un bébé disparu en 1987 qui ressemblait étrangement à elle, et même à sa propre fille. Le bébé avait la même tâche de naissance qu'elle. Elle contacta le centre et, avec l'aide de la sœur d'Anne, Cassandra Johnson, des tests ADN furent lancés. Juste avant Noël 2010, Joy White et Carl Tyson reçurent un email. Carlina avait été retrouvée. Peu après, Carlina prit l'avion pour New York avec sa fille afin de rencontrer ses parents biologiques. Un détective confirma ensuite par ADN qu'elle était bien Carlina White. En janvier 2011, Anne Petway se rendit au FBI, avouant avoir enlevé Carlina après plusieurs fausses couches. Elle plaida coupable en 2012 et fut condamnée à 12 ans de prison fédérale. Anne fut libérée en avril 2021. Par la suite, Carlina demanda des explications à ses parents au sujet d'une indemnisation versée par l'hôpital après l'enlèvement. La majeure partie de l'argent avait disparu, ce qui causa des tensions et un éloignement temporaire avant des retrouvailles. Aujourd'hui, Carlina utilise son nom légal, elle a témoigné dans des conférences nationales et reste connue comme le bébé disparu qui s'est retrouvé lui-même. Le 12 novembre 1961, dans le Northwest Providence Channel, aux Bahamas, à bord du cargo grec Captain Theo, le second officier Nikolaos Spachidakis aperçut un petit point blanc à l'horizon. D'abord, il pensa à un débris flottant, mais à mesure que le navire s'en approchait, il devint évident qu'il s'agissait d'un radeau de sauvetage gonflable. À son bord gisait une fillette, à peine consciente. Sa peau était brûlée par le soleil, ses lèvres gercées, ses vêtements déchirés. Elle n'avait ni nourriture, ni eau, ni abri. Et pourtant, elle avait survécu seule, 3 jours et demi en mer. Son nom était Terry Jo Dupéro. Elle avait 11 ans. Son histoire avait commencé quelques jours plus tôt. Le docteur Arthur Dupéro, optométriste de Green Bay, Wisconsin, rêvait depuis longtemps d'emmener sa famille en croisière tropicale. En 1961, il avait enfin assez économisé pour réaliser ce projet. Il organisa une semaine aux Bahamas avec sa femme Jean, leur fils de 14 ans, Brian, et leur fille, Terry Jo, 11 ans, et René, 7 ans. Ils louèrent un voilier, le Bluebell, commandé par Julian Harvey, 44 ans, ancien pilote de l'US Air Force, qui voyageait avec sa femme Mary Dean. Le départ eut lieu le 8 novembre depuis Fort Lauderdale,
Floride. Pendant 4 jours, tout se passa bien. La famille visita Bimini et Sandy Point, collectionnant des coquillages et faisant de la plongée. Le 12 novembre, Arthur enregistra les papiers de départ à Sandy Point, déclarant qu'il s'agissait de vacances uniques dans une vie et qu'il serait de retour avant Noël. Ce soir-là, après le dîner, Terry Jo alla se coucher dans sa cabine. René resta avec le reste de la famille sur le pont. Quelques heures plus tard, Terry Jo fut réveillé par les cris de son frère appelant à l'aide, suivis de bruits de pas précipités, puis du silence. En sortant, elle découvrit sa mère et son frère inertes, baignés de sang dans la cabine principale. Harvey apparut. Il ne dit rien, lui ordonna de redescendre, puis disparut. Peu après, de l'eau commença à envahir sa cabine. Harvey revint, peut-être armé du fusil de son frère, mais repartit sans un mot. Comprenant que le bateau coulait, Terry Jo remonta sur le pont et demanda si le voilier sombrait. Harvey confirma, lui tendit une corde attachée à une annexe, mais elle la lâcha. Il plongea pour la récupérer. Elle ne le revit jamais. Alors, la fillette détacha un petit radeau de fortune en liège et le fit glisser à la mer. Quand le Bluebell sombra, une corde s'enroula autour d'elle et l'entraîna sous l'eau, mais elle se rompit, la ramenant à la surface. Durant les jours suivants, elle endura des nuits glaciales, un soleil brûlant et une soif déchirante. Le mardi, un avion rouge survola la zone, mais ne la vit pas. L'après-midi, des dauphins l'accompagnèrent des heures durant, seul réconfort de son calvaire. Le mercredi, elle était en proie aux hallucinations, sombrant dans l'inconscience. Le jeudi matin, elle rouvrit les yeux sur l'immense silhouette d'un navire, le capitaine Théo, puis elle s'évanouit. Quelques jours plus tôt, un autre navire avait retrouvé Julian Harvey, dérivant sur une annexe avec le corps de sa femme. Il affirma qu'une tempête avait brisé le Bluebell, provoqué un incendie et piégé tout le monde à bord. Son récit tenait mal debout, mais il n'y avait aucun survivant pour le contredire, jusqu'à ce que Terry Jo soit retrouvé. Quand Harvey apprit qu'elle avait survécu, il parut abasourdi. Le lendemain, on le découvrit mort dans un hôtel de Miami. Depuis son lit d'hôpital, Terry Jo raconta ce qu'elle avait vu. Les enquêteurs conclurent que Harvey avait probablement tué sa femme pour toucher une assurance vie, puis éliminer toute la famille du Perrault pour couvrir son crime. Il avait laissé Terry Jo sur le voilier en perdition, persuadé qu'elle n'y survivrait pas. Mais elle triompha de l'impossible. Sa photo de sauvetage fit le tour du monde. On l'appela l'orpheline des mers. Elle retourna vivre à Green Bay chez des proches, puis changea de prénom pour Terry. En 2010, elle raconta enfin son histoire dans le livre Alone, Orphaned on the Ocean, affirmant qu'elle croyait avoir survécu pour une raison.